Salut. Aujourd'hui, on parle de Socrate. Ah non, 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 je suis désolé, non. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu peux pas balancer ça pour Socrate. Tu veux que je fasse quoi? Mais je sais pas, sois original, introduis le sujet avec finesse. Bon. Salut. Aujourd'hui, on parle de Socrate. Oh, mais c'est pas vrai. Non, j'ai pas mieux, qu'est-ce que tu veux? Socrate n'a rien écrit. La seule chose qui nous reste de lui, ce sont les témoignages de ses disciples ou de ses adversaires. C'est comme si pour se faire une idée de Lénine, je disposais que du témoignage de Staline et de Roosevelt. Donc quand on parle de Socrate, on avance avec prudence. Socrate est né en Athènes, vers -470 avant Jésus-Christ, d'un père tailleur de pierre et d'une mère sage-femme. Détail important. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse jusqu'à ses 20 ans, où il devint le disciple d'Archélaos, lui-même disciple d'Anaxagore. Tu sais, le philosophe sur le nous. Socrate va, à partir de cet enseignement et à partir de ce moment, se faire connaître un peu à la manière des sophistes. Il enseigne la physique, l'astronomie, la grammaire dont il est passionné. Il est capable d'argumenter sur tous les sujets et ne s'en prive pas. Par ailleurs, il est capable de discuter avec tout le monde en Athènes, et il arrête les gens dans la rue pour leur parler. Physiquement, il est laid. Des yeux d'écrevisse, un regard bovin, le visage d'un fou, une lèvre lipue, c'est-à-dire une grosse lèvre inférieure, de la bedaine, bref, il ne colle pas avec le canon des corps physiques d'athlètes grecs. Il ressemblerait davantage à Dionysos qu'à Apollon. Cependant, il n'est jamais sujet à l'ivrognerie et peut boire bien plus que ses congénères sans éprouver une seule seconde les effets de l'alcool. C'est un soldat, donc assez riche pour se payer une armure, et il sauva même son ami Alcibiade lors du siège de Potidée. C'était son ami qui voulait faire la guerre? Pourquoi? Car ça, c'est une idée de pote. Une pote idée. Non, attends. Son courage est aussi politique. Il se lèvera contre 49 pritanes, c'est-à-dire des membres de l'Assemblée, pour lutter contre une tendance à des exécutions sommaires. Puis sous le régime des 30 tyrans d'Athènes, il s'opposera à un ordre qui visait à faire exécuter Léon de Salamine. En -423, un événement va bouleverser la vie de Socrate. Un de ses amis, nommé Chéréphon, qui est, à en croire les témoignages, un de ses amis les plus proches, va se rendre à Delphes pour questionner la Pythie. Celle-ci est l'oracle du dieu Apollon, dieu du soleil et de la sagesse. Elle rend ses oracles une fois par mois, et Chéréphon va obtenir une réponse étonnante. Elle va lui déclarer « Il n'y a pas d'homme plus sage que Socrate ». De retour à Athènes, Chéréphon fait part à Socrate de cette réponse. Et Socrate va être ébranlé par cette révélation du dieu Apollon. Il ne comprend pas que ce soit lui, parmi les savants et les sophistes d'Athènes, qui reçoivent le titre d'homme le plus sage de la cité. Il ne comprend pas. Il cesse d'enseigner l'astronomie, la grammaire, les mathématiques, et se met à questionner tous les passants dans la quête d'une connaissance qu'il n'a pas. Cependant, au fur et à mesure de ces questions, il se rend compte que les personnes qui l'interrogent ne savent pas alors qu'elles pensaient connaître. Pour Socrate, c'est l'illumination. Ce qui le différencie de la grande majorité des Athéniens, c'est que lui sait qu'il ne connaît pas les choses, tandis que les autres sont persuadés de connaître et donc sont dans l'ignorance et le mensonge. Sa mission est désormais claire, il faut qu'il révèle aux autres leur ignorance afin qu'ils puissent commencer à chercher la connaissance. Si l'on pense savoir, on ne cherche pas, on ne remet pas en question, et on répète inlassablement ce qui nous a été transmis. Socrate comprend que la connaissance ne s'accumule pas de génération en génération à l'image d'une bibliothèque, mais que chaque homme doit refaire le trajet de l'ignorance vers la connaissance. Ainsi, il questionne tout le monde. Il va pratiquer ce qu'il va appeler la maïotique. Littéralement l'art de faire accoucher. Il a bien conscience que l'on ne parvient à la vérité que par un dur effort, que par des contractions de l'esprit et parfois par de grandes douleurs. Sa méthode est de poser la question de la définition des choses. Puis en partant de la réponse de son interlocuteur, il va suivre les conséquences. S'il parvient à une incohérence ou à une absurdité, il conclut que la réponse n'était pas la bonne, et donc il faut revenir à la question.
C'est un travail qui peut sembler fastidieux, mais qui est nécessaire à l'intelligence pour passer de l'ignorance à la connaissance. Cependant, certains ne vont pas apprécier être soumis à la question de Socrate. Ce sont les sophistes. En effet, leur réputation est celle d'hommes qui connaissent les choses, et ils préféreront ne pas perdre la face plutôt que de concéder leur ignorance. Ainsi, Socrate va devoir user d'un outil plus âpre encore. En plus de la maïeutique, Socrate va devoir se servir de l'ironie. Comme les gens s'attroupent autour des conversations qu'il tient avec les sophistes, il va être sans pitié avec les incohérences de ses interlocuteurs, trop fiers pour reconnaître leur absence de connaissance. Avec ironie qui frôle la moquerie, il fera comprendre à la foule l'absurde obstination dans laquelle s'enferment les sophistes, qui doivent parfois quitter la conversation avec fracas et ressentiment. Mais Socrate n'en a cure. La vérité, en effet, est préférable au confort relationnel, d'autant qu'il ne fait pas payer ses leçons et qu'il offre gratuitement son savoir. On sait que Socrate a des amis ou des admirateurs qui vont même jusqu'à lui offrir leur couche, ce qu'il refuse avec obstination, préférant la beauté des idées à la beauté des corps. Certains sont des disciples, d'autres des curieux. Les deux sont parfois étonnés du comportement que Socrate adopte. On le surprend, figé, debout, pendant des heures, restant dans la même position, le regard perdu, comme s'il voyait des choses que personne ne pouvait voir. Il parle aussi d'un esprit, d'un daimon, littéralement d'un être intermédiaire entre les dieux et les hommes, qui vient le visiter et lui dit ce qu'il ne doit pas faire. Socrate aime la personne humaine. Plutôt que de se concentrer sur la recherche de ce qu'est la nature, des principes de la réalité naturelle, de la cosmologie, il a à cœur de travailler la question du bien humain, du bonheur, du bon acte, de la beauté. En moins 399, un poète, Mélitos, un tanneur, Anytos, et l'orateur Lycon fomentent contre lui un procès. Deux chefs d'accusation sont retenus contre Socrate. Premièrement, l'impiété envers les dieux de la cité, et deuxièmement, la corruption de la jeunesse. Socrate se défend en manifestant les contradictions de ses adversaires. Cependant, c'est avant tout sa liberté d'esprit qui lui est reprochée, et ceux qui lui en veulent politiquement se servent de ce procès pour se débarrasser de lui. Socrate est condamné à boire un poison plusieurs jours après le procès. Ceux qui l'ont condamné espèrent qu'il va utiliser ce laps de temps pour s'enfuir et ainsi commuer sa peine en un bannissement. Cela arrange tout le monde puisque il ne ferait plus de mal à Athènes, puisqu'il ne serait plus là, et en même temps il aurait la vie sauve. On lui propose de prendre un navire, mais il refuse. Athènes a délibérément fait une erreur de jugement, et pour Socrate, elle doit en payer les conséquences. Ainsi, elle va devoir mettre à mort un homme qui ne faisait que chercher la vérité. L'ironie de Socrate va se révéler jusque dans ses derniers instants. Avec un regard amusé vers celui qui lui tend le poison, il déclare « Dis-moi, de ce breuvage que voici, est-il permis de verser quelques gouttes en l'honneur des dieux ?» En effet, l'usage religieux demandait de mettre de côté une partie de la nourriture et de la boisson pour les dieux. Le serviteur lui répond que si l'on enlève du poison, il n'y en aurait plus assez. Socrate alors déclara « Je comprends. Mais on a bien au moins le droit de dire une prière aux dieux. Accomplissons ce devoir, afin que le voyage d'ici vers là-bas nous soit propice. Voilà ma prière, ainsi soit-il. » Et là-dessus, d'un trait, il vida la coupe. Mais au moment où la ciguë faisait effet, Socrate, dans un ultime effort, déclare à son jeune ami Criton qui se tient à côté de lui « Criton, nous devons un coq à Esculape. Veille à payer ma dette. N'oublie pas. » Puis, il rendit l'âme. Accusé d'impiété et de corrompre la jeunesse, Socrate finit sa vie par une prière et par une éducation à la justice la plus élémentaire. Qu'a apporté Socrate ? 3 choses sont à énoncer. Tout d'abord, l'amour de la vérité. Socrate est une réponse à l'existence même des sophistes et de toute autre personne qui monnaie la connaissance et préfère la gloire et l'argent à la vérité. Oui, Socrate est la preuve que l'on peut aimer la vérité et même mourir pour elle.
c'est un amour profond et étrange, car Socrate nuance son fameux credo de ne rien connaître. Il déclare « Je ne sais rien, hors du moins une toute petite connaissance, celle qui concerne l'amour. » Deuxièmement, Socrate réaffirme la démarche naturelle de la raison. Les sophistes avaient bien abîmé la capacité de l'homme à rejoindre le vrai. Socrate est un remède de rectitude. À Apollodore, qui lui dit au moment de boire la ciguë « Pour moi, Socrate, ce qui fait le plus de peine, c'est de te voir mourir injustement. » Le prenant par l'épaule, Socrate lui répond « Très cher Apollodore, tu préférerais me voir condamné à mourir coupable plutôt qu'innocent ?» Troisièmement, Socrate incarne la liberté intérieure. Ni les puissants ni le peuple ne peuvent l'influencer dans sa quête de vérité. Il ne comprend pas le mal autrement que par ignorance. Lorsque la vérité lui apparaît, il la suit. Il devient ainsi l'exemple à suivre pour tous les philosophes. Il n'est pas un idéal, car sa vie n'est pas inaccessible, mais son exemple suppose une radicalité qui fait sentir à ceux qui le suivent un décalage avec le monde ambiant. T'as pas beaucoup parlé, Gustave. Je suis un petit peu ému. Ouais. Moi aussi. Pourquoi? Car c'est Socrate qui m'a donné envie d'être philosophe. Et aujourd'hui, il me manque.